Bonsoir madame et bonsoir monsieur, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour le compte de notre émission Point de vue qui reçoit aujourd'hui un docteur en économie. Il s'agit, vous l'avez deviné, en face de moi, monsieur Noël Tchani Mwadianvita, que nous avons déjà eu sur ce plateau lors des émissions de campagne électorale. Eh bien, étant donné la pertinence de la matière à mettre sous discussion aujourd'hui, nous avons préféré qu'il vienne encore nous éclairer davantage et aujourd'hui surtout qu'il vienne nous donner sa vision sur quel type d'économie doit en fait reposer le prochain quinquennat. Monsieur Tiani, merci d'être là. Je précise à l'intention de tous les téléspectateurs que vous avez œuvré longtemps à la Banque mondiale. Vous avez aidé à restructurer et à transformer les économies en détresse, notamment les économies de l'Afrique de l'Ouest, de l'Asie et même de l'Europe. Et en plus de ça, vous avez également travaillé dans plusieurs institutions financières aux États-Unis. Et sur place au Congo, on vous doit quand même une réalisation. Vous avez apporté votre contribution au lancement du franc congolais en 1997. Et c'était lors de la réforme monétaire, quand le franc congolais actuel devrait remplacer l'ancienne monnaie, et c'était sous l'autorité de feu le président Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc, je crois que brièvement, c'est cela que je devrais donner comme élément pour vous présenter aux téléspectateurs. J'ai été complet au moins. Vous êtes très complet, mais j'ai toujours voulu ajouter un petit élément qui fait la distinction entre moi et beaucoup de personnes. Le fait que je suis allé aux États-Unis, en Europe, étudier et avoir toute cette expérience professionnelle avec une bourse du gouvernement de mon pays, du gouvernement du Zaïre à l'époque. Je suis très reconnaissant à l'égard du peuple congolais et aussi de mon pays pour m'avoir donné cette opportunité d'étudier avec l'argent du contribuable congolais. Alors, on a parlé de la réforme monétaire. Il faudrait qu'on dise quelque chose là-dessus. Quelle a été votre contribution à ces propos, à cette réforme monétaire? Effectivement, en 1997, lorsque le président Mzee Laurent Désiré Kabila devenait président de la République, il m'avait fait venir des États-Unis, de la Banque mondiale, me demandant de pouvoir aider à réformer la monnaie de mon pays, le Zaïre à l'époque était totalement discrédité. Nous avions travaillé en équipe avec beaucoup d'autres compatriotes dans la Banque centrale et on a conçu le franc congolais, y inclut toutes les subdivisions à l'époque jusqu'à 100 francs congolais. Et vous savez, lorsque on travaillait là-dessus, on avait établi le taux d'échange à l'époque. 1 dollar était égal à 1,3 francs congolais. Ouais. Alors, c'était une monnaie qui était relativement forte, très forte même. Ma contribution à l'époque était de convaincre le président lui-même, le président de la République, de ne pas mettre sa photo sur les billets des banques. Je lui avais fait comprendre que les monnaies qui se respectent à travers le monde n'ont pas la photo du président en poste sur leur surface. Et il m'avait compris. Quand je lui avais fait comprendre, faites le contraire de ce que le maréchal Mobutu avait fait. Il avait mis sa photo partout. Il est parti lui-même discrédité dans des conditions très difficiles. Faites le contraire et les Congolais vont apprécier cela. Il avait dit, les autres qui veulent que je mette ma photo, ce sont des Mobutistes. Allez faire ce que vous pensez est bon pour votre pays. C'est comme ça que nous avons le franc congolais aujourd'hui qui n'a pas la photo du président de la République. Et je pense que cette tradition a été introduite en RDC. On ne va plus jamais avoir la photo du président donc en poste sur les billets de banque. Deuxième contribution à l'époque, j'avais convaincu le président de la République de sortir du conseil d'administration de la Banque centrale au nom de l'indépendance de la banque. Ouais. Tous les membres du gouvernement, il y avait 7 ministres, les Pierre-Victor Mpoyo, les Mwampanga, les Thomas Kanza, les Badimani Moulumba, ils étaient 7 et le président m'avait suivi. Devant tous ces ministres, c'était délicat de pouvoir défendre cette thèse et encore une fois, au nom de l'indépendance de la Banque centrale, le président avait accepté ma recommandation. C'est comme ça que nous avons le conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, la BCC, qui n'a pas les membres du gouvernement. Oui, mais justement, mais en quoi consiste cette autonomie-là aujourd'hui? En réalité, l'autonomie, c'est sur papier ici. Parce qu'une banque centrale qui n'a pas la capacité de dire aux politiciens non, lorsqu'on lui demande de pouvoir procéder à la planche à billets, cette banque centrale n'est pas autonome, n'est pas indépendante. Malheureusement, notre banque centrale a fait plusieurs fois recours donc à la planche à billets. C'est ce qui explique que nous avons trop de francs congolais
qui ont été imprimés, qui n'ont pas de rapport avec le niveau de production dans le pays. Conséquence, la dépréciation monétaire a été remarquable aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui fait qu'aujourd'hui, le dollar, c'est 1600. Le dollar, c'est 1650, ouais, à comparer à l'époque à 1 dollar égal à 1,3 francs. Nous avons une dépréciation monétaire de plus de 100 000%. C'est une honte pour nous en tant que Congolais. Nous pouvons refaire les choses, mais nous devons les faire donc en ordre, en commençant d'abord avec les changements politiques intervenus au sommet de l'État, au niveau de la présidence de la République, en ayant une vision de développement bien maîtrisée, mais nous devons aussi doter la Banque centrale d'un leadership adéquat, des personnes qui savent ce qu'ils font, et restructurer la Banque centrale à tous les niveaux. Et s'il y a une combinaison aussi avec une bonne équipe gouvernementale qui va s'assurer de la politique budgétaire et économique du gouvernement, je pense qu'il y a lieu d'espérer d'avoir une monnaie crédible en République démocratique du Congo. Alors, à votre actif, une bonne moisson économique. Vous avez à votre actif plusieurs ouvrages, la force du changement, construire un pays stable, équitable et prospère. Vous avez également publié la bataille pour une monnaie crédible, vision d'une monnaie forte, construire des banques centrales crédibles et enfin, des temps désespérés, des mesures audacieuses, un plan Marshall pour la République démocratique du Congo. Je crois que la suite de notre discussion pourra tourner autour de ce plan Marshall. Au fait, mais c'était quoi? Ce ne sera pas la première fois. On a eu beaucoup de plans dans ces pays depuis l'époque Mobutu, et juste actuellement, qui n'ont rien changé. En quoi le plan Marshall que vous proposez ici sera-t-il différent des autres plans? En réalité, ce plan est très différent de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Beaucoup de plans dont vous parlez dans le passé n'ont pas eu de paternité. En réalité, on a jamais vu un concepteur du plan et qui l'explique au peuple congolais et qui dit « faisons ceci pour le mettre en œuvre ». Ces plans ont été conçus par des bureaux de consultants, par des gens qui sont restés dans l'obscurité et le peuple congolais était resté orphelin. Ici, vous avez un plan conçu par un enfant congolais. Et je crois sincèrement dans mon pays, et je crois sincèrement que si nous le mettons en œuvre, nous allons transformer fondamentalement la vie de tous les Congolais. Je l'ai conçu avec beaucoup de souffrance dans mon cœur. Vous savez, à la Banque mondiale à Washington, j'ai eu l'occasion de travailler sur les 5 continents, sur 85 pays différents. Et partout où on m'a envoyé pour aider d'autres pays à se développer, j'ai déployé toute mon expertise pour aider ces pays-là à faire des progrès. Je donne d'exemples. Les îles du Cap-Vert, un petit pays en Afrique de l'Ouest. Quand j'ai commencé à travailler sur les îles du Cap-Vert, il y avait un PIB par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant qui reflète en réalité le niveau de vie de la population dans ce pays-là. Le PIB par habitant était de 170 $. 20 ans plus tard, le PIB par habitant des Cap-Verdiens est de 7 000 $. Le Cap-Vert est sorti du groupe des pays très pauvres, des pays moins développés, pour devenir pays émergent en l'espace de 20 ans. C'est un cas de succès énorme. J'ai aidé les Cap-Verdiens à restructurer leur banque centrale, à restructurer leur monnaie. La monnaie capverdienne, en 20 ans, s'est appréciée. Oui, docteur, mais là, c'est dans le cadre des programmes de la Banque mondiale. Mais c'est moi le chef d'orchestre. C'est moi qui dirige l'équipe qui conçoit. Je voudrais vous donner une idée de comparaison. C'est l'équivalent ici en République démocratique du Congo d'être un Premier ministre ou bien d'être président de la République. C'est moi le chef d'orchestre qui coordonne toutes les activités pour ce pays-là, concevoir le plan et le mettre en œuvre, bien sûr en collaboration avec le gouvernement local. Et lorsqu'il fallait ramener le gouvernement à la discipline, je le faisais sans hésitation, en utilisant toute la diplomatie du monde. Donc nous avons réussi au Cap-Vert, nous pouvons réussir en RDC. Pour vous donner un autre exemple, toujours aux îles de Cap-Vert, à part restructurer la banque centrale, nous avons restructuré la monnaie. La monnaie capverdienne, c'est la seule monnaie africaine que je connaisse qui a doublé des valeurs par rapport à la monnaie de la métropole. On dit la métropole, c'est ça? De la métropole, donc le Portugal. En l'espace donc de 20 ans, le escudos capverdien, c'est comme ça qu'on appelle la monnaie, elle est devenue une monnaie très forte, aujourd'hui comparable à l'euro. Donc c'est un cas de succès énorme. Au-delà de ça, nous avons transformé le petit système bancaire qu'il y avait là-bas à un système bancaire ayant des institutions financières diversifiées, c'est-à-dire il y a la bourse des valeurs que moi j'ai aidé à mettre en place, la bourse des valeurs mobilières. Il y a des banques commerciales qui sont parties donc des petites banques étrangères pour devenir des banques nationales ayant de l'actionnariat capverdien à l'intérieur et offrant tous les produits et services financiers. Nous avons aidé aussi à restructurer le secteur donc, des institutions financières non bancaires, c'est-à-dire
la sécurité sociale, l'équivalent ici donc de la Caisse nationale de la sécurité sociale, nous avons réformé le secteur des assurances pour libéraliser le secteur des assurances, attirer des capitaux dans ce secteur-là et offrir des produits financiers à tous les Cap-Verdiens, y inclut l'assurance maladie universelle. D'accord, docteur Tchani. Ce sont des choses Tchani. dont la RDC a besoin. Merci beaucoup. Que nous avons fait avec succès. Donc, si je comprends bien, votre plan Marshall que vous proposez ici, c'est un plan tiré au fait du modèle de la Banque mondiale que vous voulez imposer ici. Non, je vais vous dire une chose. Quand il s'agit de mon pays, il n'y a pas de compromis là-dessus. J'utilise bien sûr l'expertise que j'ai développée à travers la Banque mondiale et dans les banques commerciales à New York. J'ai travaillé à New York dans les banques commerciales et d'investissement pendant 10 ans avant de venir à la Banque mondiale pendant 28 ans. Avec cette expérience-là, en travaillant sur 85 pays, sur les 5 continents, j'ai développé une expertise qui ne court pas les rues ici. Et je pense que cette expertise peut être utile à mon pays. Je vous donne l'exemple. Je trouve aujourd'hui, tout le monde parle de la gratuité de l'éducation primaire et secondaire. Mais je l'ai fait ailleurs. Et nous avons réalisé le système de gratuité de l'enseignement primaire et secondaire en mobilisant plus de ressources pour le budget national et en utilisant ces ressources-là pour financer les besoins d'éducation. On parle par exemple du besoin de mettre en place ce qu'on appelle l'assurance maladie universelle. Je sais comment le faire parce que je l'ai fait ailleurs. Allez voir par exemple en Indonésie, en Asie. Nous avons développé le système d'assurance maladie universelle. Comment est-ce qu'on va le financer? Toute personne qui travaille en RDC, on va prélever un certain pourcentage sur son salaire, versé à la caisse d'assurance maladie universelle, mais parce qu'il y a très peu de gens qui travaillent par rapport à la population globale du pays, il y aura un déficit. Pour combler ce déficit-là, nous devrons avoir ce que j'appelle une allocation budgétaire. Le gouvernement doit s'assumer pour assurer donc la santé de sa population. Donc, ce sont des choses réelles que j'ai faites ailleurs. Et je ne viens pas ici pour m'amuser, je viens ici abandonnant tous les privilèges à Washington pour venir développer mon pays et participer à ce qu'il sorte de la situation de léthargie dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui devienne un pays émergent à l'espace de 15 ans. Un plan Marshall que vous proposez, en fait, au bout du compte, c'est pour arriver à quoi exactement? Voilà, c'est une très bonne question, excellente. Je propose cette question-là, je propose ce plan. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de réformes, beaucoup de programmes entrepris par mon pays pour donner quoi? Pour nous amener aujourd'hui à la situation d'être un pays très moins développé, sous-développé, avec un taux de chômage de 85% de la population active, où la misère de la population est totale et la grogne sociale aujourd'hui, c'est une évidence. Toutes les entreprises publiques, ceux qui travaillent dans ces entreprises ne sont pas payés pendant plusieurs mois. Ça veut dire que le pays est en faillite, ça ne tourne pas. Nous n'avons pas d'eau et d'électricité dans nos maisons. Plusieurs fois, des gens m'appellent pour me dire il y a tel programme qui passe à la télévision, 2 minutes plus tard, il y a coupure d'électricité. Donc, le pays est en faillite, nous devons le reconnaître. Le plan que je propose est destiné pas à faire donc des réformes cosmétiques du genre du plan que vous avez connu dans le passé, mais ce plan a l'ambition de sortir le Congo du sous-développement, résoudre tous ces problèmes structurels une fois pour toutes et en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Donc, nous partirons de la situation du sous-développement pour réaliser un pays émergent en 15 ans. Nous partirons de la situation de 85% de la population active au chômage pour créer des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais, tuer le chômage. Nous partirons de la situation où nous n'avons pas accès aux services de base, l'eau, l'électricité, les services de télécommunication. Allons-y, M. Noël. Alors, un niveau de livraison de ces services-là de 100%, 15 ans. nous allons construire les infrastructures, les routes, les autoroutes. Merci beaucoup. Alors, pour réaliser vous allez vous attaquer à quoi? Allons-y maintenant là. Voilà. Donc, vous dites 15 ans, on doit arriver à ceci. On va partir du point A pour arriver au point Z, par exemple. Mais sur le parcours pendant les 15 ans. Quelles sont les priorités? Voilà. Effectivement, c'est une question excellente. Nous sommes dans un pays où tout est prioritaire aujourd'hui. Nous sommes en faillite. Si on était dans un pays où on avait déjà des autoroutes et des autoroutes qui marchent, je dirais on n'a plus besoin de s'occuper de ce secteur-là. Mais en République démocratique du Congo, dans tous les secteurs, on a des situations d'urgence. On n'a pas de route. Nos minéraux sont extraits donc, du sous-sol, envoyés à l'extérieur à l'état brut. Nous manquons donc des produits pour nous alimenter, pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Nous manquons donc d'accès à l'éducation de base, à la santé. Où est-ce que nous allons commencer? Je pense que dans cet océan donc des problèmes,
nous devons d'abord rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est une priorité. Aucun Congolais, on doit restructurer l'armée, la police, les services de sécurité et nous devons éduquer notre population à vivre en paix, en sécurité, combattre le tribalisme pour que les Congolais réalisent que nous devons tous être ensemble, regarder dans la bonne direction. Donc la restructuration de l'armée, de la police, des services de sécurité, c'est une priorité des priorités. Ensuite, nous devons réformer la gouvernance. Le système de gouvernance, c'est quoi? C'est l'ensemble des mécanismes, des lois, des procédures qui font que les ressources publiques sont captées, mises dans le budget national et le budget national sera gonflé de 5,9 milliards de dollars à environ 45 milliards de dollars par an en moyenne sur les 15 ans. Vous avez parlé de la gouvernance politique, économique. Tout, politique, économique, fiscale et consort. Passation des marchés, donc l'ensemble de ces procédures-là. Ça va nous permettre donc le combat contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, pour que nous puissions capter toutes ces ressources publiques, les mettre dans le budget national, utiliser ce budget qui sera gonflé pour financer les différents projets. Sur ce plan-là, je vous arrête un tout petit peu. Vous avez parlé de la corruption, c'est quand même un mal en fait, qui gangrène toute notre société aujourd'hui. Est-ce que vous avez des recettes pour pouvoir arrêter ou éradiquer cette corruption dont tout le monde parle aujourd'hui? Effectivement, je sais que la corruption, c'est même le plus grand fléau dont souffre la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, je venais d'être interviewé tout à l'heure par une autre télévision, Univers Télévision, une excellente télévision. Je venais d'être interviewé sur cette question-là. Par exemple, dans le domaine politique, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Pour être sénateur ou être gouverneur de province, on parle de la corruption aujourd'hui. Il faut avoir 3 députés provinciaux qui vous soutiennent, qui vont voter pour vous. Moi, j'ai reçu des appels de ces députés-là. Des gens qui me disent, mobilisez-nous 500 000 dollars et nous allons nous assurer que vous aurez donc un siège au niveau du Sénat. Je leur ai dit non. Je ne veux pas venir dans ces conditions-là parce que si je vous donne 500 000 dollars pour devenir sénateur, vous savez ce que je vais faire quand j'arrive donc au Sénat? C'est tout faire pour récupérer mon argent. La corruption va continuer dans le système. Je veux qu'on mette fin à ce fléau-là. Alors maintenant, au niveau national, qu'est-ce que nous devons faire pour combattre la corruption? Nous allons établir un numéro ou bien un site web qu'on appelle le hotline, c'est-à-dire que tout Congolais ou toute Congolaise qui connaît un cas de corruption peut appeler ce numéro ou envoyer un email sur le site web pour dénoncer telle personne. Une fois qu'on vous a dénoncé, ce qu'on va faire, on envoie des investigateurs, d'abord parce qu'il y aura beaucoup de dénonciations fantaisistes, pour déterminer si réellement donc, il y a corruption ou bien le cas est sérieux. Ouais. Quand on détermine que c'est sérieux, on vous amène au tribunal. Le PGR devra vous amener au tribunal. On vous juge, vous êtes condamné. On vous envoie par exemple à Makala en prison pendant 15, 20 ans ou 30 ans. Vous allez rester là-bas. Tant que je suis président de la République, personne ne va sortir de la prison quand il a été accusé donc de corruption. Et quand vous sortez de là, après 15 ans, 20 ans ou 30 ans, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous n'allez plus jamais occuper un mandat électif, président de la République, député provincial, député national ou gouverneur de province, vous êtes exclu de tout ça. 2, vous ne pouvez plus travailler dans l'administration publique. 3, vous ne pourrez plus faire affaire avec l'État, c'est-à-dire soumissionner pour les marchés publics. Et une fois qu'on va faire cela avec une personne, 2 personnes ou 3 personnes, tout le monde va être mis au garde-vous. Mais pour arriver à rendre cette mesure aussi effective, oui, d'accord, mais en amont, je voudrais donner la carotte et aussi la chicotte. Il faut vous attaquer à la racine du mal. Mais c'est ça justement que je vais dire maintenant. Parce que ce que je viens de dire, c'est la chicotte, pour punir les gens. Mais il faut aussi leur donner des incitations pour qu'ils ne puissent pas être tentés d'être corrompus. Pourquoi? Parce que je vais introduire le système de salaire minimum garanti, que j'ai établi à au moins 1 000 dollars par mois. Le SMIC. Le SMIC. Le salaire minimum garanti qui ne sera pas réalisé donc, du jour au lendemain, mais sur la période donc, de temps de 15 ans donc, non, pendant le premier mandat, on devrait arriver à cela. Mais pour arriver à réaliser ce salaire minimum garanti, je dis bien, je vais demander à tout le peuple congolais de participer à la lutte. Est-ce que vous n'exagérez pas quand même? Non, j'arrive. Aujourd'hui, nous sommes... Non, enfin, allez-y. J'arrive. Donc, je vais demander au peuple congolais de participer parce que tout le monde souffre de la corruption endémique. Pour que le peuple congolais participe, je donne ce salaire minimum garanti. Tout le monde doit être bien payé pour qu'avec son salaire, il vive correctement, supporter sa famille, envoyer les enfants à l'école, payer les soins médicaux et avoir même de l'argent pour épargner, payer le loyer, payer la maison, payer le moyen de les transports. Alors, parce qu'on vous paye très bien, on s'attend à ce que vous ayez un comportement exemplaire.
Si vous n'avez pas de comportement exemplaire et que vous êtes attrapé avec une corruption de 50 $ ou de 1 milliard de dollars, vous êtes puni de la même façon. On vous envoie en prison comme j'ai expliqué tout à l'heure. Je pense qu'en donnant cette carotte, mais aussi en utilisant la chicotte, nous allons discipliner notre population. Les caisses de l'État vont être remplies de ressources. Pourquoi? Parce que tout le monde aura peur de pouvoir perdre les peu d'avantages qu'il a. Et en ce moment-là, tout le monde va participer dans la lutte accrue contre la corruption et dans la mobilisation des ressources donc, pour le financement du développement du pays. 800 milliards, ce n'est pas ramassé quand même. 800 milliards de dollars. Vous savez, il y a une différence entre moi et beaucoup de nos compatriotes ici. J'ai travaillé avec beaucoup de grands chiffres. Je vous donne une idée. Quand j'ai travaillé donc à la JP Morgan Chase donc à New York, un prêt que j'ai dû faire donc à une entreprise, compagnie d'assurance dans les îles Barbades, par exemple dans les Caraïbes, c'était un prêt de 850 millions de dollars, pratiquement 1 milliard de dollars. À la Banque mondiale, j'ai géré un programme, pas un seul programme, en Afrique de l'Ouest, le programme du marché financier de l'UEMOA, des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, 500 millions de dollars. Pour un pays comme la RDC, nous avons un répertoire de 1100 minéraux et métaux précieux différents. Et je voudrais vous dire ce que ça vaut. Ça vaut 38 000 milliards de dollars. 800 milliards sur 38 000 milliards, c'est rien absolument. Je peux mobiliser cet argent-là très facilement et je vais vous dire comment. C'est épuisable aussi. Hein? C'est épuisable, c'est pour ça que nous devons développer aussi des sources qui ne soient pas épuisables. Par exemple, la construction donc des grands Inga, qui va générer l'électricité que nous pouvons consommer en RDC, que nous pouvons vendre à l'Afrique, vendre à l'Europe occidentale ou dans les pays du Golfe. Ce projet va coûter 80 milliards de dollars. À moyen terme, bien entendu. À moyen terme, mais nous devons commencer aujourd'hui. Ouais. Mais une fois que nous avons construit Grand Inga, ça va rapporter au Trésor public chaque année 15 milliards de dollars. En moyenne, nous pouvons amortir le prêt sur une période donc, de 10 à 15 ans. C'est un projet très rentable, mes compatriotes. Je suis même surpris que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on n'ait pas développé donc, ce projet-là. L'électricité, on va l'utiliser tous les jours et les gens en auront besoin tous les jours. Le diamant peut s'épuiser, le coltan peut s'épuiser, le pétrole peut s'épuiser, mais pas l'électricité. Donc, faisons de cela une priorité pour que nous puissions réaliser la construction des grands Inga. Ça va aider notre pays à s'industrialiser, ça va aider à améliorer le niveau de vie de la population parce que tout le monde aura accès à l'électricité propre et moins chère, mais surtout, ce sera une électricité pérenne, durable pour tous. Alors, vous préconisez également un autre pilier, toujours dans votre plan, le secteur privé, qui est au fait malade, pour ne pas dire oublié aujourd'hui. Oui. Le secteur privé, c'est un des grands mots dont souffre la RDC. Et je voudrais vous dire que nous sommes même, je suis même très préoccupé par ça. Et quand on parle du secteur privé au Congo, on trouve des petites entreprises qui appartiennent aux étrangers. Où sont les milliardaires congolais? Au Nigeria, on a des milliardaires. Les Tony Olumelo, les Abiola, il y a plusieurs Nigérians, les Dangote ou Dangote. Donc il y a plusieurs Nigérians qui sont très riches en milliards de dollars. Mais nous sommes plus riches que le Nigeria. Nous avons le pétrole qu'ils ont, nous avons le diamant, le cobalt, l'uranium, ainsi de suite, 1100 minéraux. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas des milliardaires congolais? Quand il y a des milliardaires congolais, ce sont des officiels qui ont volé l'argent du Trésor public et qui se cachent. Moi, je voudrais que nous puissions mettre en place pour développer le secteur privé de façon transparente, en mettant les Congolais en avant, pour qu'ils deviennent plus riches de façon transparente. En devenant riches, ils vont créer des entreprises, employant d'autres Congolais. C'est comme ça que le pays avance. Alors, pour développer le secteur privé, nous devons mettre en place un environnement de paix et de sécurité. C'est pour ça que la réforme de l'armée et de la police, elle est importante. Nous devons mettre en place un bon environnement pour le développement du secteur privé, c'est-à-dire réformer la fiscalité, combattre la corruption, améliorer le système de gouvernance, créer des infrastructures de base, l'eau, l'électricité, les routes, les aéroports et consorts, là, pour que ce soit accessible donc, à tout le monde à moindre coût. Nous devons investir dans le capital humain, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Une population bien éduquée, bien instruite, avec nos jeunes gens formés dans les écoles de commerce, ils seront compétitifs et comparables à des hommes d'affaires qui viennent des États-Unis, d'Asie et consorts. Sinon, on sera toujours les derniers de la planète. Donc, cette combinaison de techniques, par exemple, le délai pour obtenir le permis de construire dans notre pays, le fonctionnement de la justice, le fonctionnement du système bancaire pour donner du crédit aux Congolais qui ont besoin de pouvoir faire des affaires. Toute cette combinaison-là nous permettra de mettre en place un bon environnement des affaires pour que nous fassions de la RDC
une bonne destination des investissements, non pas simplement en Afrique, mais aussi à travers le monde. Oui, mais le secteur privé dans un pays où le système bancaire, en fait, n'est pas encore à la hauteur de sa tâche. Je reconnais que le système bancaire congolais, le système financier d'une façon générale, n'est pas à la hauteur. Et dans le cadre du plan Marshall, ça fait partie de l'un des programmes pour réformer non seulement la Banque centrale, doter le Congo donc d'une monnaie crédible qui mette fin à la circulation du dollar sur l'ensemble du territoire national, mais qu'on puisse réformer le secteur financier pour que nos banques deviennent des banques congolaises. Aujourd'hui, nous avons à peu près 20 banques commerciales au Congo, toutes appartenant aux étrangers. Et ce sont des petites banques de rien du tout, qui fonctionnent en réalité, vous savez quoi, comme des petites boutiques pour organiser la fuite des capitaux, pour piquer donc les dépôts qu'on ramasse des Congolais et qu'on les transfère à l'étranger d'une façon subtile. Mais quand on les utilise au pays, on fait des prêts en priorité aux étrangers. C'est pour cela que vous avez tous ces bâtiments qui naissent à Kinshasa et qui donnent l'impression que nous sommes en train de développer, mais demandez à qui appartiennent donc ces bâtiments-là. Aux Indiens, aux Pakistanais, aux C6-là, aux Nigériens, mais jamais les Congolais. Donc je souhaiterais que nous puissions reformer le système financier, le diversifier, qu'il y ait plus de Congolais qui entrent dans les capitaux des banques ou qu'on crée des nouvelles banques où il y a des actionnaires donc congolais et ces banques-là qui auront une dimension, une dose congolaise vont travailler avec la Banque centrale pour mettre en œuvre la politique monétaire dans l'intérêt du peuple congolais. Sinon, nous sommes en train de nous tromper et sinon, notre système bancaire sert en réalité à utiliser les dépôts du Congolais pour vendre les terres congolaises ou les richesses congolaises aux étrangers. Et ce n'est pas ça que nous voulons réaliser en tant que pays. Vous avez également préconisé dans votre plan la promotion de l'agriculture aujourd'hui, un secteur capital, puisque le Congolais meurt de faim, alors qu'il y a des millions d'hectares de terres arables dans ces pays qu'on ne parvient pas encore à mettre en valeur. Oui, je vais répondre à cette question, mais laissez-moi finir la réponse sur le système financier. Il y a des réformes que nous devons faire. Non seulement mettre fin à la dollarisation pour que le franc congolais devienne une monnaie, la seule monnaie, conformément à notre constitution qui circule sur l'ensemble du territoire national, comme cela est le cas au Rwanda, en Indonésie, dans d'autres pays, on n'utilise pas de monnaies étrangères. Même en Europe, on n'utilise pas le dollar américain. Et aux États-Unis, on n'utilise pas l'euro européen. Donc, ne soyons pas naïfs pour que chez nous, on utilise des monnaies étrangères parce qu'il y a des inconvénients de la dollarisation. On n'a pas le temps de pouvoir aller dans les détails, mais la dollarisation elle est mauvaise pour l'économie congolaise. Maintenant, nous devons aussi introduire d'autres institutions qui manquent ici. Par exemple, quand chaque fois qu'une banque tombe en faillite, comme la Banque congolaise ou la BIAC et consorts, tous les Congolais perdent leurs dépôts. Je souhaiterais qu'on introduise une institution d'assurance des dépôts bancaires, comme cela existe ailleurs. Comme ça, les Congolais peuvent dormir tranquilles. Si la banque tombe en faillite, les déposants seront remboursés par l'institution d'assurance des dépôts bancaires. Je voudrais aussi qu'on introduise donc un autre mécanisme dans notre dispositif du système financier, le marché des capitaux. Je voudrais qu'on crée la bourse des valeurs mobilières, c'est-à-dire qui permettrait aux Congolais de pouvoir acheter ou vendre leurs actions ou même d'émettre des dettes pour financer donc leurs projets de développement. Je voudrais donner un exemple particulier pour que les gens comprennent exactement. Nous avons une compagnie comme Tenke Fungurume. Tenke Fungurume, tout le capital appartenait à une compagnie américaine qu'on appelle Freeport McMoran. Mais quand les Américains ont décidé donc de vendre, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés trouver des Chinois. Ils ont vendu tout le bloc d'actions qu'ils avaient dans Tenke Fungurume. Aucun Congolais n'a le droit de participer au capital donc de Tenke Fungurume parce qu'il n'y a pas de mécanisme. Je voudrais qu'on crée la bourse des valeurs mobilières et que Tenke Fungurume subdivise son capital par exemple en actions de $100 et qu'on mette ça sur le marché à travers la bourse. Chaque Congolais qui a $100 ou $1000 ou $10 000 qui veut investir pour devenir actionnaire dans Tenke Fungurume, il pourra passer par la bourse, acheter des actions dans cette compagnie et il peut même rester sans rien faire. Si la compagnie tourne correctement et la valeur de l'action gonfle, augmente des valeurs tous les jours, ce qui va arriver, c'est qu'au bout de 5 ans, de 10 ans, ce Congolais peut devenir milliardaire, millionnaire, parce qu'il a acheté des actions dans une compagnie congolaise dont la valeur a continué à augmenter donc à la bourse. Je veux que nous puissions réformer notre système financier pour introduire ce mécanisme donc des bourses des valeurs mobilières. Mais il y a aussi donc d'autres produits, tels que le leasing. Je vois ici des voitures qui sont totalement vieilles, qui circulent donc à Kinshasa, qui causent des accidents. Des compagnies de leasing peuvent acheter, auront donc un inventaire, donc un stock de voitures
qu'ils peuvent louer aux gens. Vous n'avez pas besoin d'acheter la voiture cash, mais vous pourrez louer sur une période de temps en remboursant par mois petit à petit à la compagnie de leasing. Ça va faciliter donc le transport de tout le monde, permettre aux Congolais d'acquérir des moyens propres, neufs, de circulation donc dans notre pays. Voilà, M. Tchani, ça va, je crois qu'on ne va pas y aller avec trop de détails, on n'a pas assez de temps pour ça. Oui. Revenons à l'agriculture. Voilà. Aujourd'hui, les Congolais meurent de faim. Ils meurent de faim et quand ils se nourrit des produits importés de l'extérieur. C'est qu'il y a un poids considérable sur la balance commerciale de la RDC et même sur la valeur de notre monnaie parce que nous devons tout le temps nous battre pour avoir des dollars ou des devises étrangères pour acheter la nourriture à l'extérieur, importer cela ici. Nous pouvons changer tout ça. Dans le cadre du plan Marshall, je propose de développer l'autosuffisance alimentaire en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche pour développer une industrie agroalimentaire complète dans le pays. Qu'est-ce que j'entends par là? Oui, en faisant quoi exactement? En faisant quoi, par exemple? Dans tous les milieux ruraux où on peut développer l'agriculture, je souhaiterais qu'on puisse construire des infrastructures de base déjà, amener de l'eau, de l'électricité et des routes dans les milieux ruraux. Construire ce que j'appelle des villes et des villages modernes. Je pourrais vous montrer, j'ai l'impression que c'est là. Bon. Oui, on peut développer ce que j'appelle des villages modernes. On prend l'exemple, je donne l'exemple toujours, je vais prendre ma ville natale parce que quand je parle d'une autre ville, les gens interprètent ça comme ils veulent. Je voudrais donner l'exemple donc de ma ville natale, Ngandajika. C'est une ville agricole, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute. Et quand on produit là-bas, les gens font l'agriculture de façon artisanale et on ne peut pas produire beaucoup. Et pourtant, il y a beaucoup de chômeurs, il y a des potentialités. Ce que nous allons faire, c'est amener donc les routes modernes, les autoroutes modernes, construire Ngandajika pour que ça devienne une ville moderne où il y a une cité administrative où les officiels vont travailler, les cours et tribunaux vont être installés là-bas, où il y aura des salles, une cité socio-culturelle, des bibliothèques, des salles de spectacle et consorts. On aura une zone que j'appelle espace vert, où on va développer l'agriculture. Il y aura des tracteurs qu'on peut mettre dans les mains d'une entreprise, par exemple des leasing, qui va louer ça aux agriculteurs. Et chacun peut, au lieu de cultiver 100 hectares, il peut cultiver 1000 hectares. Pour cultiver 1000 hectares plus que ce qu'il avait avant, il va recruter plus de gens du village, donc créer des emplois pour eux. Et de cette façon-là, on va produire plus, parce qu'on produit plus. Et on a des routes, on peut acheminer cette production vers d'autres provinces, mais aussi on aura une zone industrielle. Toujours en Ngandajika, cette zone industrielle, il y aura des entreprises agroalimentaires qui vont acheter comme on le faisait dans le temps. Les gens de Ngandajika vont comprendre ce que je veux dire. Il y avait Onafitex qui achetait le coton. Le coton, oui. On mettait ça ensemble pour exporter vers l'extérieur. On va créer ces entreprises d'achat et d'écoulement des produits agroalimentaires ou bien des conserveries où on va prendre le haricot, les arachides et consorts, mettre dans des boîtes de conserve qu'on va exporter vers d'autres provinces du pays ou exporter vers l'extérieur. En faisant cela en Ngandajika, nous allons répliquer ce modèle 243 fois à travers tout le pays. En d'autres termes, ce que nous allons faire, nous allons créer à travers toute la République démocratique du Congo des mêmes conditions de vie pour toutes les populations congolaises. On aura développé la RDC, comme je le disais, en l'espace de 15 ans, assurer l'autosuffisance alimentaire parce qu'on aura produit plus en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche et on aura créé des emplois pour tout le peuple congolais. Alors, un autre secteur important, en fait, vous n'avez pas mis, en lisant votre plan, vous n'avez pas mis assez d'accent sur ça, il s'agit de la forêt aujourd'hui. C'est un domaine incontournable. C'est un domaine très important et au fait, j'ai mis de l'accent là-dessus. Quand je parle donc de l'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo, je vais revenir là-dessus. Je voudrais qu'on prenne les matières premières congolaises, qu'on les transforme localement en produits semi-finis et produits finis à l'intérieur du Congo pour qu'on puisse exporter des produits finis après avoir utilisé tout ce que nous pouvons utiliser pour notre consommation. La forêt entre dans ce cadre-là. Le bois congolais, on peut industrialiser ce secteur-là pour produire au Congo tous les produits de bois. Ça peut être des toitures de maisons, les shingles, comme on appelle ça aux États-Unis. On peut produire donc des pavements pour les maisons, les floors, donc pour les maisons. Oui. On peut utiliser le bois pour fabriquer des meubles de qualité, des portes de qualité. Et nous avons du bois de qualité. Alors, si nous avons comme objectif de produire des meubles de qualité, je vois tous les meubles que je trouve à RDC, ils sont importés de l'extérieur d'Asie. Mes compatriotes, arrêtons cette politique-là. Produisons avec le bois congolais des produits finis congolais et ces produits finis vont servir à notre consommation en République démocratique du Congo, mais on va exporter aussi vers les marchés africains.
l'Afrique a une population totale de 1,4 milliard de personnes. C'est un gros marché. Si nous avons comme objectif de produire simplement une porte en bois fini, mais pour chaque ménage sur le continent africain, on va créer tout plein d'emplois pour la population congolaise. On aura ajouté de la valeur à notre économie. Et si nous avons une ambition de conquérir les autres marchés à travers le monde, le bois peut devenir un produit fini que nous produisons ici, qui utilise donc des Congolais, qui produit des emplois pour les Congolais et qui nous aide à améliorer donc les conditions de vie de tout le monde. Et cette même forêt qui n'est pas utilisée à bon escient chez nous aujourd'hui? Je voudrais d'ailleurs, elle n'est pas utilisée à bon escient, et je voudrais que nous soyons très prudents, très regardants dans l'utilisation de la forêt, mais également d'autres éléments de l'environnement. Nous devons chaque fois garder à l'esprit l'idée de protéger l'environnement. Chaque fois qu'on coupe le bois, il est important qu'on puisse aussi penser au reboisement pour qu'on ne puisse pas dessécher, qu'on ne puisse pas tuer la forêt dans l'avenir. Parce que l'environnement, c'est la source de vie pour l'être humain. On utilise donc les produits de l'environnement, la biodiversité pour faire des médicaments, pour la respiration même que nous devons avoir en tant qu'être humain. Donc, ayons à l'esprit la protection de l'environnement comme étant une des priorités dans le cadre de notre vision de développement. Il y a des questions de tourbes. Les tourbes, c'est une question extrêmement importante. Et parce les tourbières. Et les tourbières, voilà. Donc, les tourbières, aujourd'hui, aident à pouvoir maintenir de l'oxygène qu'on utilise pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est important, non pas simplement pour les Congolais en tant que peuple, mais pour l'Afrique, mais également pour le reste du monde. Donc, gardons cela à l'esprit. La forêt est une richesse dont la RDC doit pouvoir se prévaloir, mais que nous devons aussi préserver. Et si nous utilisons correctement, aujourd'hui, donc, la forêt congolaise et les tourbières et consorts, nous pouvons même réclamer donc des crédits à l'international. Parce que, en préservant la forêt congolaise, on contribue à la santé donc, du monde entier, et par conséquent, le monde entier doit pouvoir nous payer pour que nous puissions continuer à leur fournir donc, ce carbone et les éléments donc, de la forêt dans le cadre de la... Docteur Tchani, pour arriver à tout ça, il faudrait envoyer une population bien formée et en bonne santé. Or, quand je me réfère par exemple au classement du PNUD, la RDC est toujours à la queue. C'est vrai. Oui, mais comment remonter la pente? Voilà, nous avons un grand problème. Je voudrais informer déjà le peuple congolais que beaucoup de gens commettent l'erreur en disant oh, nous avons une population de 70 millions d'habitants, et ainsi de suite. Nous avons aujourd'hui une population de 92 700 000 personnes. Nous sommes un grand pays, quatrième grand pays en Afrique, après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Donc, et nous sommes projetés pour devenir, pour atteindre 190 millions, 190 millions d'habitants en 2050. Donc, nous sommes un grand pays. Alors, mais cette population-là ne peut pas être très productive si on ne lui donne pas un certain encadrement. Et l'encadrement doit être au niveau scolaire. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants congolais ne vont pas à l'école parce que leurs parents sont pauvres, n'ont pas d'argent pour payer les études. Je souhaiterais qu'on rende l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit pour permettre à chaque enfant congolais d'étudier et d'acquérir des connaissances. Je suis le symbole vivant de cela. Je n'aurais pas pu devenir ce que je suis aujourd'hui si mon gouvernement ne m'avait pas donné la bourse d'études. Donc, quand les enfants terminent l'école secondaire et primaire jusqu'à 17 ans, quand ils vont à l'université, je veux qu'on rétablisse le système de bourse d'études qui m'avait permis à moi d'étudier à l'université. Qu'on donne la bourse d'études à tous les enfants qui vont dans les écoles publiques ou les universités publiques, mais aussi ceux qui vont dans les écoles privées. On peut mettre en place un système d'aide financière ponctuelle, aide financière ou bien de ce que j'appelle les prêts aux étudiants, des prêts remboursables. On vous prête de l'argent, vous étudiez et quand vous terminez vos études, vous travaillez pendant 5 ans ou 10 ans et vous envoyez à la banque qui avait financé vos études un chèque de $50 ou de $100. Pendant 10 ans, vous allez rembourser toutes les études. J'ai étudié avec ce système-là aux États-Unis aussi. Donc, je souhaiterais que nous puissions penser sérieusement à la formation des ressources humaines congolaises. Au-delà de cela, je souhaite que nous puissions développer ce que j'appelle la formation à vocation professionnelle. Il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà peut-être dépassé l'âge d'aller à l'école primaire ou secondaire, mais qu'on peut récupérer au lieu de les laisser donc dans la rue. On va les mettre dans des centres de formation à vocation professionnelle, leur apprendre un métier. Ça peut être la couture, ça peut être de mettre des boutons sur les habits, ça peut être donc de relier les chaussures. La mécanique. Donc, des métiers professionnels. Nous devons allouer des ressources suffisantes pour éduquer notre population dans ce sens-là. Ça va aider
la RDC à avoir une population de qualité capable de pouvoir contribuer efficacement au développement économique, mais aussi capable de comprendre ce que c'est la démocratie. Parce que quand on prêche la démocratie dans un pays où les gens ne sont pas très instruits, je regrette. Nous sommes en train donc de nous tromper. Il faut éduquer les gens pour qu'ils comprennent à déjà analyser les différentes visions de développement, analyser les différents candidats et choisir les meilleures personnes qui peuvent nous diriger dans le but de pouvoir nous développer mieux et davantage pour l'avenir. Maintenant, dans le domaine de la santé, la population congolaise, aujourd'hui, elle meurt trop tôt. L'espérance de vie à la naissance, donc en RDC, est de 50 ans. Vous savez combien d'années d'autres personnes vivent ailleurs? Oui, 50-55 ans. Voilà. Ouais. À Monaco, les gens vivent 90 ans. En Europe occidentale, aux États-Unis, en moyenne 83-84 ans. Donc nous mourrons au moins 30 à 40 ans plus tôt que d'autres citoyens du monde. C'est pour ça que nous avons les matangas chaque samedi et Kinshasa est inondé de ça. Nous devons prendre cela comme étant un défi à relever. Dans le domaine de la santé, nous devons non seulement construire des hôpitaux et des cliniques modernes, mais aussi... Il faut les rendre accessibles surtout. Et surtout pour les rendre accessibles, nous allons introduire, déjà, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait introduire le salaire minimum garanti, les familles qui gagnent suffisamment par mois en travaillant peuvent utiliser une portion de leur salaire pour subvenir aux besoins de santé de leur famille. Mais en plus de cela, nous allons introduire le système d'assurance maladie universelle. L'assurance maladie universelle consiste à quoi? Vous tombez malade, vous allez voir votre médecin ou bien vous allez voir un hôpital, on vous prend en charge, on vous donne des soins de santé, on n'a pas besoin que vous ameniez donc des liasses comme ça, des francs congolais. On va vous soigner et une fois qu'on vous a soigné, l'hôpital ou le médecin envoie la facture à la compagnie d'assurance qui va payer pour vous à la fin du mois. C'est comme ça que ça existe au Canada, au Japon, aux États-Unis, en Europe, et ainsi de suite. Nous allons faire ça, ce système-là aussi, en République démocratique du Congo. Les gens vont me demander, mais comment allons-nous financer cette assurance maladie universelle? Et nous allons financer comment? Chaque personne qui travaille, on prélève un pourcentage sur son salaire, on verse dans la caisse d'assurance maladie universelle. Mais parce qu'il y a trop de gens dans la population congolaise par rapport au nombre de gens qui travaillent, la caisse pourra toujours être déficitaire. Si elle est déficitaire, ce que nous allons faire, c'est au niveau du gouvernement, que le gouvernement assume ses responsabilités, alloue une portion du budget à la compagnie d'assurance maladie universelle pour qu'elle puisse avoir des moyens de subvenir aux besoins de maintenir la population en bonne santé. En faisant ces combinaisons, je pense que nous allons permettre à notre population d'être bien nourrie à travers la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais aussi d'avoir une bonne santé et de vivre le plus longtemps possible à travers le système d'assurance maladie universelle, mais d'amélioration du système de santé d'une façon générale. Alors ailleurs, les villes et même les pays vivent tout simplement de la contribution des citoyens, c'est-à-dire les impôts aujourd'hui. Or, la culture des impôts chez nous n'existe pas, n'est pas l'ordre du jour. Mais alors, comment on fait rétablir dans la mentalité des citoyens congolais cette culture de l'impôt? Oui, effectivement, il faut dire que la base fiscale, aujourd'hui, l'assiette fiscale, elle est très réduite en République démocratique du Congo. Mais nous devons comprendre pourquoi les gens ne veulent même pas payer les impôts. Parce que le peu qu'ils payent, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme service? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Visitez toute la ville de Kinshasa. Je voudrais saluer le départ de M. Kimbuta de la ville de Kinshasa, parce que quand vous allez partout, vous trouvez des poubelles dans la ville. Il a fait ce qu'il pouvait, mais il nous laisse une ville qui n'est pas le reflet du miroir de la République démocratique du Congo. Alors, quand les gens payent l'impôt et qu'ils vivent avec la poubelle derrière leur maison, ils ne payeront plus. Il y a des moustiques, ils ne vont pas payer. Ce que nous devons faire, c'est que restructurer l'État pour qu'il devienne ce que j'appelle l'État capable, qui donne les services élémentaires de base et qui fait son travail, qui enlève les poubelles, qui construit les routes, qui met de l'électricité et de l'eau potable, pas l'eau donc contaminée. Donc, quand les gens reçoivent ces services-là et qu'on leur dise de faire un sacrifice parce que sur leur salaire, ils vont payer 5 à 10% sous forme d'impôts, en ce moment-là, ils vont payer avec allégresse. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'argent sera utilisé pour leur bien. Donc, nous devons d'un côté restructurer l'État, éduquer notre population et de toutes les façons, l'État, une fois que nous avons un système de justice, vous ne payez pas vos impôts, on va vous amener au tribunal. Et on vous amène au tribunal, vous savez ce que vous allez avoir comme conséquence. Mais avant de pouvoir punir les gens, donnons-leur l'occasion de vivre et d'avoir les opportunités pour trouver du travail et de vivre correctement. Alors, est-ce que vous êtes convaincu, M. Noël, qu'avec la somme de tous les éléments que nous venons d'évoquer, peut-être qu'il y en a encore d'autres, en fait, dans votre plan,
Est-ce que l'ensemble de tous ces éléments peuvent faire que la RDC sorte de la catégorie des pays les plus pauvres du monde? Je suis très convaincu que si on met en œuvre le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, je suis convaincu que la RDC deviendrait un pays émergent à l'espace de 15 ans. Et je vais vous dire que pour arriver à réussir, à part tout ce que nous avons dit ici, le développement du tourisme que je n'ai pas mentionné, le développement des services financiers, nous devons aussi nous impliquer dans ce que j'appelle le changement de mentalité. La population congolaise a besoin d'être éduquée, non pas simplement sur le banc de l'école, mais aussi pour qu'ils puissent regarder les choses de façon objective et se dire, ça va nous avancer très loin. Parce que si on ne le fait pas chacun de nous, c'est que nous attendons que quelqu'un d'autre vienne le faire pour nous et personne ne viendra le faire pour nous. Tous les autres là, ils veulent nous mater, nous marcher sur les pieds. Mais nous devons, en tant que peuple congolais, prendre conscience que la RDC va se développer grâce à la participation et l'implication de tout le peuple congolais. Pour cela, éduquer la population, les cours d'éducation physique, de civisme, de patriotisme, tout ça c'est important pour que nous puissions tous regarder dans la même direction. Je vous donne un exemple. J'étais au Japon. Je suis allé de Tokyo à Osaka, Hiroshima et consorts. Mais en marchant sur la rue, un moment, j'ai demandé à un compatriote à nous, Congolais, qui vit au Japon, professeur Jean-Claude Maswana, que je salue d'ailleurs. Je lui ai demandé, mais comment expliquer que votre ville ici est très propre? C'est-à-dire que vous entrez dans les métros, même les États-Unis d'Amérique ne sont pas comme ça. Le Japon est très avancé, vous prenez le train à grande vitesse. Vous pouvez aller dans les toilettes, amener votre nourriture et manger là-bas parce que c'est tellement propre. Il me dit, je vais vous faire la démonstration pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Pendant qu'on marchait donc de la station de train vers la voiture, il a pris un papier Kleenex qu'il avait dans la poche, il a jeté par terre. Il m'a dit, regarde simplement ce qui va se passer. Il jette, à la minute que le papier a atterri sur le sol, le Japonais qui venait derrière nous s'est incliné, a pris le papier et est allé mettre dans la poubelle. Et il a dit, regarde maintenant à gauche, je vais faire la même chose. Il prend encore le papier, il jette par terre. La Japonaise qui venait après nous ne nous a rien dit, ne nous a même pas adressé la parole. Elle est venue, elle a pris le papier, elle est allée mettre dans la poubelle. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Ce que ça veut dire, c'est que l'entretien de la ville, la salubrité, c'est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire donc de M. Kimbuta ou d'une compagnie donc pour ramasser la poubelle. C'est une affaire de tous les Congolais. Et nous devons être intolerants, comme vous dites ça en français. La tolérance. Nous ne devons pas avoir de tolérance pour la médiocrité. C'est-à-dire que quand nous voyons l'un de nous qui jette donc les bouteilles vides dans la rue, on doit être à mesure non seulement de ramasser, mais de l'interpeller en lui disant, vous voyez, vous salissez la ville. Ne faites pas ça. Si tout le monde le fait, je peux vous assurer que la République démocratique du Congo sera propre du jour au lendemain et nous allons vivre dans de bonnes conditions. On vivra le plus longtemps possible, on n'aura pas de moustiques et c'est comme ça que les gens s'améliorent. Donc, je voudrais dire qu'en plus de l'éducation donc à l'école, à l'université, nous devons contribuer à l'éducation civique de la population donc congolaise et nous devons devenir tous responsables du développement de notre pays. Si nous regardons dans la même direction, et si nous suivons cette vision de développement qui peut, Oui, je vous en prie, si vous regardez dans la même direction, on va y arriver, si oui. nous regardons donc Bon, allez-y. Bon, alors donc tout le monde doit regarder dans la même direction. Dans la même direction, derrière une vision de développement bien articulée, bien comprise donc de tout le monde. Le Congo deviendra un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui et nous allons nous développer et je peux vous mettre à défi. Dans 15 ans, le Congo deviendra un pays émergent, il n'y aura pas de chômeurs, tout le monde vivra longtemps, tout le monde vivra bien et on sera très heureux d'avoir réalisé cela. Un pays émergent sans justice? Non, quand j'ai parlé donc de la gouvernance du pays, j'ai parlé de mettre en place donc de restructurer la sécurité, d'installer la paix, la sécurité pour tout le monde. Ça impliquait aussi mettre en place un état de droit fonctionnel. Et l'état de droit fonctionnel veut dire la réforme de la justice. Je ne voudrais pas mentionner les noms de certaines personnes, mais je voudrais vous dire une chose, que je connais quelque chose dans le fonctionnement de la justice aujourd'hui qui est très désagréable. Je suis propriétaire d'une parcelle sur le boulevard Tchatchi. Et un mec s'est pointé là-bas, et c'est un avocat bien connu donc à Kinshasa. Il a fait saisir ma parcelle, il prétend être propriétaire donc de cette parcelle-là, que j'ai depuis plus de 20 ans. On est allé au tribunal depuis 5 ans, ça tournait en cercle. Et il y a eu la Cour suprême qui avait rendu un avis favorable à moi en disant restituer cette parcelle à ce monsieur
qui a le titre de propriété, ils appellent ça en termes juridiques, inattaquable, qui datait de plus de 2 ans, et moi je l'ai depuis pratiquement 20 ans. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui prétendre avoir acheté cette parcelle d'une autre personne que de lui. Et quand la Cour suprême a rendu cet avis, on m'a envoyé au tribunal de la paix de la Combé pour qu'on puisse me restituer dans mes droits. Mais quand je suis allé là-bas, vous savez quoi? Le président de ce tribunal-là m'a regardé dans les yeux pour me dire cette parcelle vaut des milliards. Je vous demande de pouvoir me donner au moins 10% de cela, parce que sinon vous allez perdre la parcelle. Je refusais. Et je lui ai dit que tôt ou tard, il y aura un état de droit dans ce pays et vous allez perdre. Des gens comme ça, il faut les mettre au cachot et il faut donner l'exemple. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure là de combattre la corruption, ça doit leur être appliqué. Donc nous devons réformer la justice pour que notre pays fonctionne mieux. Alors, il nous reste encore 5 minutes. Alors là, je vous pose cette question. Dans 15 ans, vous estimez que développer ce pays continent est donc possible? Je vous dis, et je voudrais dire au peuple congolais, regardez-moi dans les yeux. Si, je suis sûr que nous serons tous vivants, dans 15 ans, si nous mettons en œuvre la vision de développement que je propose pour le pays, la RDC sera un pays émergent. La RDC n'aura pas de chômeurs dehors là. On va le faire comme on l'a fait en Indonésie. Vous savez, en Indonésie, une population de 265 millions d'habitants, et à la fin de la journée, ils ont un taux de chômage de moins de 5%. Avec 92 millions d'habitants, nous pouvons travailler pour que notre pays devienne un meilleur pays, qu'on devienne un pays émergent où il n'y aura pas de chômeurs, il y aura des infrastructures qui vont relier toutes les provinces du pays. Les Congolais vont se sentir chez eux. Et je voudrais rappeler une chose, vos histoires de tribalisme, là, il faut y mettre fin. Moi, s'il faut donner à tous les Congolais un numéro matricule pour qu'on ne puisse plus identifier M. Kabamba, qu'on dise qu'il est originaire de telle province, M. Je sais pas, Lilo, qu'on dise qu'il est originaire de telle province, je voudrais qu'on donne même des numéros matricules aux gens pour qu'on ne puisse plus être à mesure d'identifier un individu avec une province, que tous les Congolais deviennent les mêmes et que nous regardions tous dans la même direction derrière cette vision de développement, mais avec une ferme détermination de réussir en tant que pays et devenir un pays émergent qui fera la fierté de chacun de nous. Oui, mais un pays qui ne va pas tenir compte de l'existence de l'environnement extérieur. Non, pas du tout. Je pense que nous devons tenir compte de l'existence de l'environnement extérieur. Je voudrais d'ailleurs, pour cela, mentionner quelque chose qui a été mentionné par le chef de l'État actuel, M. Félix-Antoine Tshisekedi, que je salue d'ailleurs. Il a dit que la RDC était prête à entrer dans la communauté économique des États d'Afrique de l'Est. De l'Est, oui. Je suis un fervent défenseur de l'intégration régionale. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, pour industrialiser le Congo, nous devons produire plus en RDC, non seulement pour notre consommation intérieure, mais également pour exporter vers le reste de l'Afrique. Et j'ai travaillé beaucoup sur les questions d'intégration régionale. Je vous ai dit que j'ai financé un programme dans le cadre de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest, pour promouvoir l'intégration de tous ces pays membres de l'Afrique de l'Ouest, non seulement au sein de l'UEMOA, mais aussi au sein de ce qu'ils appellent ECOWAS. Je suis tout à fait supporteur de l'idée que le Congo est membre aujourd'hui de la SADC, la communauté économique des États oui, de l'Afrique australe. Voilà. Et je suis aussi un fervent défenseur du fait que nous sommes membres de la communauté des États d'Afrique centrale. Avec les pays d'Afrique de l'Est, je voudrais qu'on soit un peu plus vigilant. Pourquoi? La communauté économique des États d'Afrique de l'Est comprend 6 pays. Le Soudan du Sud, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, le Burundi. Je souhaiterais que nous puissions promouvoir l'intégration. Mais n'oublions pas d'où nous venons. Nous avons eu l'histoire ici d'être envahis, attaqués par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Nous avons encore des différends. D'ailleurs, l'Ouganda nous doit près de 10 milliards de dollars. Ils ont été condamnés dans les juridictions internationales. Ils n'ont pas encore payé. Et en plus de cela, chaque fois que nos citoyens sont tués à l'est de la République, c'est l'armée rwandaise qui entre donc en RDC sans notre permission sur notre territoire. Et quand il y a des milices qui sévissent donc à l'est de la République et qui tuent nos frères et sœurs, qui violent nos femmes et nos sœurs, ce sont soit des policiers ou des militaires qui viennent de ces pays-là, qui entrent sur notre territoire, ou ce sont des groupes miliciens, c'est ça? Ouais. Ce sont des milices qui sont montées par ces pays-là et soutenues par eux. Je souhaiterais que nous puissions régler d'abord ces différends-là, pour que nous puissions nous sentir à l'aise d'entrer dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est et avec assurance qu'ils ne vont pas venir par l'intégration avec les mêmes velléités d'occupation qu'ils ont eues donc dans le passé. Donc,
Faire partie de cette communauté implique avoir un passeport commun qui sera utilisé dans toute la communauté. Ça veut dire que les Congolais peuvent aller partout dans ces pays-là, mais ça veut dire aussi que les Rwandais, les Ougandais, les Burundais peuvent venir chez nous sans formalité. Est-ce que nous sommes prêts pour cela au vu du passé récent que nous avons connu? Je souhaite que nous ayons donc un débat sur ces questions-là, non pas simplement au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, mais pourquoi pas donc organiser un référendum pour que chaque Congolais donne son accord, que nous sommes prêts à nous mettre en intégration régionale avec ces pays qui nous ont fait donc du tort. Ce sont nos frères, nous pouvons leur pardonner, mais qui demandent d'abord pardon avant que nous puissions nous intégrer avec eux. Noël Tchani, merci sincèrement d'être passé dans cette émission. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin. Nous vous disons également merci, puisque vous avez consacré une bonne heure pour suivre cette émission qui a eu comme invité Noël Tchani Mwadiam Vita, docteur en économie. Je disais tout à l'heure, il a évolué beaucoup plus à l'extérieur, dans les organismes internationaux. Aujourd'hui, il est sur place et je crois que vous offrez quand même votre savoir, votre expertise pour le développement de ces pays que nous souhaitons tous. Si ça peut arriver dans 15 ans comme vous le souhaitez, tant mieux et nous serons très contents. Au revoir et à bientôt.